Si vous avez suivi le premier épisode et le deuxième, vous savez que l'extraction du cappuccino est toujours en cours. C'est un processus un peu long et fastidieux. Cette fois-ci, on va s'occuper d'extraire ce genre de truc. On va continuer avec ce merdier, avec un tas qui va encore s'alourdir. Et puis on va sortir des trucs dans ce genre aussi. Sans oublier... Merde, ça où ça déjà? On s'en fout. Commençons déjà par voir où on en est mécaniquement. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? On va reprendre les compressions. Est-ce qu'on les avait déjà prises d'ailleurs? Je crois pas. Je me souviens plus. Peut-être même qu'on se fera une petite session d'endoscope pour voir le cylindre du milieu qui était assez désastreux au départ. Voir à quoi il peut bien ressembler aujourd'hui. Ouh, c'est bien noir, hein? Ouais, ça tourne riche. Bon, après, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment l'occasion de fonctionner dans des conditions normales. C'est le moment de bien serrer l'adaptateur du compressiomètre. Quand il reste vissé dans la culasse, c'est chiant. Me demandez pas comment je sais. Le manon indique un peu moins de 10 bars. Pour une mesure à froid et avec une petite fuite qu'on a bien entendue, c'est assez encourageant. C'est sûr que c'est moins long à faire qu'avec la DB7. 4 fois moins de cylindres et 2 collecteurs d'admission en moins à déposer, oui, c'est plus rapide. Cylindre 2, un peu plus de 10 bars. Cylindre 3, pareil. Allez, on va refaire joujou avec l'endoscope. Bon, au premier coup d'œil, j'ai été assez alarmé par ce que j'ai vu, mais en y regardant de plus près, on voit bien les rayures de rodage d'usine, y compris dans les zones décolorées. On doit être dans un de ces cas où ça a l'air vilain, mais où on sentirait probablement rien de notable en passant l'ongle dessus. Bon, il y a quand même des stries verticales, mais les valeurs du compressiomètre prouvent qu'il y a a priori rien d'alarmant. À contrôler de nouveau après avoir pu enchaîner quelques centaines de kilomètres. Enfin, ça c'est pas pour maintenant. Là, on va poursuivre le chantier carrosserie. Ça commence avec un peu de ménage. Faut faire de la place pour les outils contendants. On va encore faire voler des étincelles et compenser l'absence d'un soleil éblouissant. Visiblement, je suis pas le premier à avoir l'idée de passer plutôt par ici. On dirait même qu'ils ont ressoudé une tôle à l'arrache. Bon, c'est pas bien joli, donc je vais repasser, hein. Je vais enlever ce qu'ils ont fait. Et je vais en profiter aussi pour réparer ce qu'ils ont arraché au démontage. Et puis il manque des vis aussi. Bon. Ils ont préféré mettre du scotch apparemment. Une fois enlevé, on peut constater que le garde-boue a bien porté son nom. Il a bien gardé la boue. Et pareil de l'autre côté. Et même si c'est surprenant, bonne nouvelle dans tout ça, il n'y avait pas de rouille à ces endroits, ce qui n'empêche pas de faire attention à bien tout enlever pour éviter que l'humidité y reste. Bref, côté passager, j'ai découpé la tôle pourrie et j'ai formé et coupé le premier morceau. Il en faudra un deuxième pour respecter l'assemblage d'origine. Évidemment, l'autre côté n'était pas en reste, mais là j'ai choisi une autre méthode, je l'ai fait en un seul morceau. Donc j'ai préparé les différentes tôles à souder, mais je me les suis gardées pour le lendemain. Lendemain dont la météo m'a fait regretter d'avoir tout déménagé dans le garage. J'ai dû refaire la pièce 3 fois pour arriver à quelque chose qui me convenait. Mais au moins j'aurai un montage conforme à celui d'origine, ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, vu que ça pourrit de rouille, mais bon, on est bien normalement. Après avoir soudé ça sur la partie inférieure, il reste la partie facile et sympa, taper dessus.
pas franchement envie d'avoir à recommencer tout ça dans quelques années, on va bien protéger la zone. Et avant de passer le moindre produit, on décape et on dégraisse ça. Première étape, je passe maintenant, enfin après avoir dégraissé au maximum, l'aérostop stop rouille, donc en fait c'est un convertisseur neutraliseur. Après j'opte pour une bonne couche d'après surfaçant anti-corrosion, tant qu'à faire. Une fois le produit sec, on va corriger la grosse connerie commise par Suzuki pour l'assemblage de cette voiture, l'absence de joint d'étanchéité à l'extérieur de la caisse. D'ailleurs, puisqu'on a le tube sous la main, on va remettre là où j'ai travaillé durant l'épisode 2, à l'intérieur, comme d'origine, mais aussi dessous. Et il faut pas lésiner sur la quantité et toutes les zones problématiques qui passent en insistant bien là où les tôles se superposent. Mais on va pas s'arrêter là. J'ai décidé de sceller tout ça en passant une bonne couche d'après à laquelle j'ai ajouté une petite dose de vernis. Donc après avoir bien décapé et dégraissé les zones, on va s'amuser à rendre l'air du garage irrespirable. D'ailleurs, à la vue de tous ces produits fournis par Coloris, je me permets une petite piqûre de rappel, mais n'oubliez pas qu'il y a le code promo dans la description, histoire que vous payiez pas ça plein pot. Ah bah tiens, j'ai fait un trait d'humour, plein pot, le pot de peinture, vous voyez? Non? Non, ok, j'ai rien dit. Je repasse toutes les zones que j'avais recouvertes d'après en bombe. Au pistolet, là je pulvérise un produit bicomposant, c'est autrement plus costaud et durable qu'un monocomposant comme la plupart des produits en spray. Tant qu'à faire, je repeins aussi quelques pièces qui donnaient au compartiment moteur un aspect miteux. Et pour finir, puisqu'il me reste un petit peu de produit, je repasse aussi sur les joints que j'ai posés sous la caisse à tous les endroits où j'ai fait de la soudure. Je vous remontre à quoi ça ressemblait au moment où on nettoyait la voiture. Vous voyez bien que niveau rouille, ouais, c'était pas la joie, il y en avait un peu partout. L'aspect était pas très engageant. Voilà ce que ça donne maintenant. Dernière étape avant de remonter l'intérieur, on va passer la cire pour les corps creux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La cire pour les corps creux. Bon enfin, la plupart d'entre vous vont trouver sûrement insultant que j'emploie ce ton parce que vous connaissez sûrement déjà le produit. Et le but c'est simplement d'éviter que ça rouille bêtement dans les zones inaccessibles parce que l'humidité reste dedans par exemple. Chez Suzuki ils ont fait cette économie là parce que il n'y a rien du tout. Il y a zéro cire dans les corps creux de cette voiture. Bon allez, je leur jette pas la pierre, il faut dire que c'était une voiture économique pour l'époque. C'est à peine protégé d'origine, il n'y a presque rien. Ouais, juste une fine couche de peinture. En fait, il y a une buse avec plusieurs trous qui permettent de diffuser dans toutes les directions à la fois.
dernier trou là, c'est symbolique qu'on va espérer que c'est la dernière fois. Une inondation complète, c'est peut-être suffisant dans la vie de la voiture. Et c'est symbolique à plus d'un titre puisque ça signifie aussi qu'on va pouvoir remonter l'intégralité de l'intérieur de la voiture. Ça veut donc dire qu'on va remonter les sièges évidemment. Sauf que l'assise côté droit a écraclé. Elle a pas dû aimer le masque à base de terre pendant 2 ans. Heureusement, Pierre-Yves, le donateur de cette Suzuki, n'a pas dit son dernier mot et en plus des emboutis qu'il m'a envoyés pour m'aider au remplacement des tôles de l'habitacle, il m'a aussi fourni des housses de siège en bon état. Quand je dis housses de siège, c'est pas des housses de chez Noroto, hein. C'est celles d'origine qui recouvrent la mousse des sièges et qui imitent très bien le cuir. Bon, j'en suis pas à mon premier rodéo avec ces trucs-là, et depuis le temps j'ai pu constater qu'ils sont globalement tous fichus pareil, et que c'est fait pour être facile et rapide à assembler en usine par des mains humaines. Donc ça consiste à écarter des agrafes en acier qui retiennent des tringles traversant les mousses maintenant des housses en place. Autrement dit, si vous avez besoin d'y passer, lancez-vous, ça se fait très bien. La bande-son correspond à l'ambiance sonore d'un film de Matrix sans avoir épuré les bruits de combinaison en vinyle, et elle indique aussi que les housses de remplacement prennent bien leur place. On va pouvoir reprendre leur montage dans la voiture. Si comme moi vous êtes un gros rapia, vous pouvez très bien réutiliser les agrafes démontées précédemment et les serrer sans la pince prévue pour. Une bête multiprise fait aussi bien le boulot. C'est un moment relativement symbolique puisque je vais remonter, je l'espère pour la dernière fois, le combiné d'instruments et tout le panneau que j'ai démonté là il y a longtemps. Et voilà, c'est comme à l'épisode 1 mais sans la terre. Et là je me rappelle qu'un truc fonctionnait pas, le ventilateur d'habitacle. Il tourne à la main. On va voir si on arrive à le faire fonctionner à l'électricité. Oui. La turbine a eu droit à un petit nettoyage. Parce qu'il y aurait eu un gros balourd si je l'avais remontée comme elle était. Bon, c'est peut-être pas parfait, mais ça sera mieux qu'avec 100 grammes de boue d'un côté et rien de l'autre. Là, j'ai donc enfin pu remettre le toit en place, donc l'intérieur subira pas les affres du reste du travail de carrosserie puisqu'on s'apprête à retourner le garage. Première couche, mastic anti-rouille. Et là-dessus, bon bah ça a du sens, vu que ça passe son temps à rouiller. Je sens que je vais encore avoir des problèmes avec les amateurs de japonaises. Enfin en attendant, vous vous rappelez quand même qu'on avait remplacé un bon morceau de cette aile. Donc c'est pour ça que là c'est le moment de mettre du mastic en espérant que mon travail au tire-clou ait été suffisant. Bah j'ai oublié de recadrer la... Voilà, vous avez rien vu. Et l'art du mastic souvent décrié mais rarement compris. Il en faut mettre une bonne couche pour faire un travail correct, ce qui veut pas dire qu'à la fin vous aurez un gros patch de mastic, mais pour faire quelque chose de bien il en faut. À la fin, il en reste normalement très peu. Sauf quand on a fait de la merde avant. Là, je commençais déjà à douter au moment de passer le mastic de finition. Et le futur montrera qu'effectivement, il y a un problème. Je viens de me rendre compte que là, ça va pas du tout en fait. J'ai pas la bonne forme à cet endroit précisément. Ailleurs ça va, mais sur cette partie de l'aile, il manque le galbe quoi. C'est vraiment tout plat, voire même ça rentre un peu à l'intérieur. Et là c'est pas bon. Donc il va falloir que je redécape cette zone jusqu'à la tôle. Et que je rejoue du tire-clou pour retirer ça, parce que là, je vais pas compléter ça au mastic.
Donc vous avez sûrement compris que j'ai utilisé un copieur pour le carrelage. Sur l'autre aile, je l'ai retourné et ça me donne comme ça l'image que je dois obtenir de ce côté. Maintenant, c'est bon. Je vais reponcer ça et repasser une bonne couche de mastic, histoire de retrouver un aspect correct. J'aurais perdu pas mal de temps, mais au moins, j'aurai la satisfaction d'obtenir une forme qui me semble fidèle à l'autre côté. Étape indispensable maintenant après avoir posé du mastic et que j'ai mis longtemps à comprendre, l'après-garnissant. On peut pas s'en passer, sinon à travers votre peinture vous verrez le mastic quoi que vous fassiez. Là, ce qui va nous intéresser, c'est une dilution à 15% pour... Et oui, parce qu'entre les différents types d'après, c'est la dilution qui change. Entre mouillé et mouillé, juste à poncer ou garnissant, c'est juste l'ajout du diluant qui change. Enfin non, pas que, il y a aussi la buse du pistolet qui devra pas être la même. Je précise que j'en ai pulvérisé plusieurs couches parce que je me doutais que j'allais avoir pas mal de défauts à compenser avec ce produit. C'est un truc que je vous invite vraiment à faire, c'est à prendre soin du nettoyage parce que sinon à chaque fois que vous allez peindre ça va être une catastrophe. Et une fois que c'est bien sec, c'est vraiment une calamité à retirer, même avec un bon diluant de nettoyage. Bidon de 5 litres et ça passe vite. Je me suis mis un certain nombre de récipients pour pas balancer le produit à chaque fois. En fait, je commence par utiliser le plus saturé et puis à la fin, je finis mon nettoyage avec le plus propre, évidemment. Mais ouais, ça en consomme pas mal, mais c'est nécessaire. Vous pouvez utiliser ce genre de kit de nettoyage. Voilà, il y a ce qu'il faut dedans. Et puis des bons gants qui résistent à la chimie. Ça, c'est bon. Et pour finir sur ce tuto ménage, donc là j'ai du diluant pur dedans. Systématiquement démonter l'intégralité du pistolet pour bien le nettoyer. Je vous conseille de porter le masque aussi pendant que vous faites ça parce que c'est assez violent. Voilà, la buse aussi elle y passe. Et le pointeau aussi. Et ça c'est un des plus importants parce que ça, si ça coulisse mal, vous allez vous retrouver avec un pointeau qui ne ferme pas et vous allez... ça va être horrible quoi, laissez-moi vous dire que ça va être terrible. J'ai beau être à l'abri dans le garage, il fait pas plus de 10 degrés là-dedans, donc malgré le durcisseur rapide, je laisse passer quelques jours avant de passer au ponçage. Tant qu'on y est, admirez l'absence incongrue de coulure. Et il est enfin temps de pulvériser la couleur. Et vous verrez qu'elle porte bien son nom. 2 à 3 couches, 2 à 5 minutes entre les couches, un voile de démarbrage. Ok. Alors je fais un petit tour du travail parce que je vais pas forcément pouvoir tout filmer correctement. Donc on a cette arrière droite complète, en essayant de faire un raccord sur la partie inférieure du bas de caisse. Mais on a aussi la partie qui est cachée normalement par le pare-choc qui était pas mal corrodée en surface.
Mais aussi un petit bout de l'aile arrière gauche qui heureusement n'avait pas de corrosion perforante, mais il a fallu quand même bien poncer pour rattraper le niveau. Allez, dites-moi à quel moment vous constatez qu'il y a un truc qui est pas normal. On arrive au moment délicat du vernis. C'est là où généralement je m'arrange pour commettre un crime, provoquer une catastrophe, me latter les couilles moi-même. Voilà. On va voir si les choses changent aujourd'hui. On sait jamais. On est à la limite de la connerie. La connerie peut se développer en quelques minutes, voire en quelques secondes là. Donc je me casse et je reviens pour la seconde couche et je découvrirai peut-être que c'est un vrai désastre. Par un phénomène que je n'explique pas encore, et il n'y a pas de coulure de ce côté. Je suis presque emmerdé maintenant. C'est franchement pas mal. Et maintenant arrive le dilemme de faut-il faire la deuxième couche ? Si j'étais raisonnable, je la ferais pas et je me contenterais de ce qu'il y a là qui est déjà très bien. Parfait. Enfin. Comme je disais tout à l'heure, parfait pour l'instant. Hein. Je connais une Maserati qui a été parfaite pendant 5 secondes avant que ça se transforme en chute du Niagara. Donc bah, on va voir ce qui se passe cette fois. Il me reste du vernis et c'est là le plus grand apprentissage que je peux m'offrir aujourd'hui, c'est d'apprendre à laisser ce qui reste dedans et ne pas vouloir le pulvériser. À chaque fois, je me fais avoir, j'essaie de ne pas gaspiller, j'en tartine à un endroit et ça merde d'une manière ou d'une autre. Donc je la laisse dedans et il séchera tranquillement dehors. Voilà. Stop. Bon, j'ai eu peur, mais ça va. Il y a des couleurs, vous en faites pas. Il y en a une petite là, vraiment toute petite. Tu fais la mise au point? Vous la voyez? Oui. Et il y en a une autre là. Ici, voilà. Pas trop dégueulasse. Et il y a une petite rivière qui est en train de se mettre en place sur le bas d'elle. C'est pas très grave, c'est facile à corriger, ça se verra pas. Petite goutte là. Mais gentille, hein, vraiment. C'est pas horrible. De l'autre côté, c'est différent. De l'autre côté, j'ai, comme à mon habitude, je ne maîtrise absolument pas l'utilisation du diluant de raccord. Je fais toujours n'importe quoi avec. Mais bon, de toute manière, il y a une bonne différence de nuance de teinte. Concrètement, la voiture est beaucoup plus claire que la teinte que j'ai appliquée. Et là, je dois dire que même en faisant un raccord sur la porte, je pense que ça se voit quand même. Hein. C'est assez différent. Ouais. Et il va falloir que je vois ce que je peux faire. C'est embêtant. Mais en ce qui concerne mon vernis, ouais, je suis plutôt content. Je trouve ça pas mal. Après, j'ai aussi peint et verni la partie arrière de la voiture. Et comme d'habitude, c'est le truc dont j'ai absolument rien à cirer qui obtient le meilleur résultat. Ici, c'est vraiment parfait niveau brillance. Il n'y a aucune coulure. Ouais, comme d'hab. En tout cas, la voiture est protégée. Plus de rouille. Et c'est pas prêt de revenir vu la couche que j'ai appliquée. D'origine, c'est vraiment très fin. Tant la base que le vernis. Il y a absolument juste ce qu'il faut. Vraiment juste ce qu'il faut. Et bon. À ma connaissance, la plupart des voitures japonaises sont un peu construites sur ce principe du juste ce qu'il faut. C'est tout à leur honneur, hein, d'ailleurs. On va remonter comme ça pour l'instant. S'il y a des retouches à faire, on les fera dans un second temps. Là, la voiture sera prête déjà à potentiellement passer le CT belge pour être immatriculée côté Pierre-Yves, puis de mon côté par la suite.
C'est là qu'on rigole de la différence de teinte, parce qu'elle va être violente. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il faudra sûrement tout recommencer pour retrouver quelque chose d'un poil plus raccord. Eh ouais. Je vous ai dit, hein. Quand j'ai pulvérisé, je me suis pas rendu compte, mais après, ça m'a pas pris longtemps pour constater qu'il y aurait un problème. Chiotte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A priori, une erreur de communication avec Coléris. Et là, dans tous les cas, la faute me revient dans sa plus grande partie. L'erreur est humaine, on a pu préparer une teinte au lieu d'une autre qui portait presque le même nom. Bref, c'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai pas pris l'habitude de faire une plaquette de test avant de pulvériser. C'est con, ça prend 2 minutes et ça coûte rien. Donc, leçon retenue pour les prochaines fois. Elle est sympa cette couleur en fait. Je pense qu'elle est plus cool que celle d'origine, mais je vais peut-être pas repeindre toute la voiture, non? Non. Ouais. Comment j'ai pas remarqué ça plus tôt? Appelez-la comme vous voulez, champagne, boule de Noël, doré, or, bronze. Elle peut pas rester. Et c'est dommage parce que le rendu est vraiment très bon, je trouve. On y reviendra lors d'un prochain épisode. Pour l'instant, on va continuer leur montage en vue du contrôle technique belge, qui est, je le rappelle, la priorité maintenant. Ça me permettra d'immatriculer la voiture et d'enfin pouvoir la tester dans des conditions normales et enchaîner des kilomètres pour prouver aux nombreuses personnes qui fustigeaient le fait de rénover une voiture inondée que non, ça ne pose aucun problème, ni pratique, ni légal. En parlant de légalité, j'aurais tout à fait le droit de circuler avec des pneus complètement craquelés, mais on va pas le faire. Et d'ailleurs, on pourra profiter du changement pour donner un petit coup de jeune à ces jantes, pas en les repeignant entièrement, mais en refaisant le bord qui est juste poli. Et d'une. Allez, à la suivante maintenant, plus que 3. C'est assez long à faire, mais heureusement qu'on a l'équilibreuse parce que j'ai le souvenir d'avoir fait ça totalement à la main et c'est pas la même sauce. Ça, c'est vraiment chiant à faire. Il y a tellement de trucs que je préférerais faire plutôt que de masquer des jantes. Étendre le linge, faire la vaisselle, changer la litière du chat. Là, j'utilise une bombe de vernis bicomposant activable. C'est l'équivalent d'un produit pulvérisé au pistolet. J'en ai profité pour en mettre aussi sur les zones de contact avec le pneu qui ont eu tendance à s'oxyder et qui posaient des problèmes d'étanchéité. Avec le décapage que je leur ai offert et 2 couches de vernis, j'ai pas de doute que ce sera oublié avec les pneus neufs que je vais monter. Ah oui, en parlant des pneus que je vais monter, ils m'ont donné un peu de fil à retordre parce qu'ils ont été mal stockés, beaucoup trop serrés les uns contre les autres et donc c'est la misère. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Les petites séquences suivantes vous permettront de mieux comprendre quel est le problème. Malheureusement, le petit coup d'explosion pour forcer le pneu à talonner, ça marche pas à tous les coups, il faut qu'il soit quand même un petit peu étanche. Bref, d'une manière ou d'une autre, ce qui aurait dû me prendre 4 minutes m'en a pris 40, mais ça a fini par le faire.
Maintenant, on passe au truc qui me motivait un peu moins parce que ça se voit pas. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, l'aspect de la voiture change pas et l'expérience de conduite non plus. Mais si on le fait pas, on risque de gros problèmes quand même. Vous avez sans doute compris que je parle de la distribution. On commence par se faire un peu de place avec la traverse qui va nous emmerder, et les canalisations de clim qui sont vraiment pas là où il faudrait. Évidemment, depuis le temps qu'elle y est, la poulie n'a pas très envie de sortir. Allez, c'est bon. Ouais, c'était un peu figé en place. Sans la rouille, ça ira mieux. Ah, les mecs en Grande-Bretagne, ils devaient être contents d'avoir la clim dans une cappuccino. Voilà. Je peux le faire tourner à la main. On va mettre en place tout ça au repère. On va faire une marque supplémentaire à l'arrière. Là, on a tout sous les yeux, tout est calé, bien repéré. On évite de faire des conneries, c'est un moteur interférentiel, on n'aimerait pas tordre des soupapes, mais on va pas pouvoir l'attaquer tout de suite parce que j'ai pas encore la pompe à eau. Demain peut-être. En attendant, on peut trouver de saines occupations. On est au stade où on peut commencer à peaufiner un peu les détails. Donc par exemple, toute cette saloperie ici, on va essayer de le nettoyer, de faire en sorte que ce soit présentable. J'espère que je ferai pas de découvertes funestes et tout. Après avoir décapé, c'est toujours le même traitement, dégraissage, passage du convertisseur, et on peut enchaîner avec l'après. Mais s'agissant d'un monocomposant, on va le recouvrir avec ce qui reste du vernis utilisé pour les jantes, c'est-à-dire un vernis bicomposant. Et les 2-3 supports qui étaient montés là complètement rouillés, évidemment je m'en suis occupé, on va pas les remettre en place en l'état. Je vais sûrement m'attirer le courroux de tous les aficionados de véhicules japonais puisque je suis en train de remplacer les vis de 12 par des vis à tête de 13 mm. C'est un peu comme si je m'étais mis au satanisme. Ah bah oui, c'est con, maintenant il faut aussi s'occuper de l'autre côté. La différence de teint, je m'en fous, mais c'est vraiment que là, c'est dégueulasse. Hein. Le timing est bon, je crois. J'ai stoppé ça hier, parce qu'il me manquait encore la pompe à eau que Autoshop avait pas reçue. Ah, pour la tension, bah, on reste à peu près toujours dans les mêmes normes. Bon, malgré l'immersion, c'est pas en mauvais état, j'ai l'impression, tous les roulements et tout, je m'attendais à pire. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait déposer les poulies d'arbre à cam pour pouvoir retirer le carter qui est juste derrière, parce que sinon on peut pas enlever la pompe à eau. Les joints SPI m'ont l'air bons. Et après avoir parfaitement nettoyé les plans de joints, je peux remonter la pompe à eau neuve. Sinon, les mecs de chez Valeo, ce serait bien d'arrêter de jouer au foot avec les pièces avant de les emballer. Je vous félicite pas. Dans le but d'offrir une longue vie belle et douce à la future courroie qu'on va mettre en place, j'ai nettoyé les poulies. On
on peut remonter la courroie dans de bonnes conditions puisque les poulies sont propres et tous les roulements ont été remplacés s'agissant de la pompe à eau et du tendeur. Autre merveilleuse différence par rapport à l'ancienne pompe à eau, puisque je vous parlais de l'état de surface qui était merdique, ils ont fileté ce trou jusqu'au bout, ce qui est une vraie connerie parce que dans ce cas de figure, la vis qui tient le ressort du tendeur, et ben elle a envie de se barrer quoi, je peux pas la visser jusqu'au bout. Donc j'ai trouvé une vis avec un filetage qui va pas jusqu'au bout. Et j'ai rajouté du frein filet. Je l'ai serré du mieux que j'ai pu et j'espère que ça posera pas de problème. Et puis là, ça démarre plus. Mais c'est peut-être normal en fait. Puisque j'ai débranché toutes les prises. Et après, j'ai aussi reconnecté les bougies. Fuite d'air a priori là, je l'entends tourner beaucoup plus rapidement que d'habitude. Bon, pour ce qui est de la distrie, a priori ça devrait aller hein. Je vous ai dit, j'ai repeint d'autres trucs hein. J'allais pas monter ça à la dégueulasse, enfin pas complètement. Ah, c'est le bon moment pour changer le thermostat. C'est assez marrant de bosser là-dessus, vraiment, c'est une voiture miniature, tout est tout petit, sauf le démarreur, ça je m'en souviens. Après, il fallait passer au moment difficile du serrage de la vis de la poulie de Villebrequin, mais j'ai trouvé ce qu'il me fallait avec une chaîne de filtre à huile. Ouais, une clé à chaîne sur la poulie, c'est parfait. Y a rien dans la doc, il dit juste resserrer au couple. C'est ça que j'avais oublié de brancher. Et oui, forcément, quand on connecte pas la durite qui va au Mastervac, ça fait une grosse prise d'air. Ça fait un peu le bruit d'une courroie qui frotte sur quelque chose. Je pense pas que ce soit le bruit d'une courroie trop tendue, par contre, ça me donne pas cette impression. Bon, je crois que j'ai trouvé. Enfin, je suis sûr. Je suis sûr d'avoir trouvé. Là, il n'y a plus de bruit. En fait, ça vient de l'alternateur. Il y a peut-être un petit débris, un morceau de feuille, j'en sais rien, qui est coincé dedans. Pour la courroie, il n'y a pas de bruit particulier. Et on peut finir par le plus difficile, le remplacement du filtre à air. Et voilà, distrie est terminée, tout est remonté. Forcément de ce côté, c'est impeccable par rapport à l'autre. Je le ferai quand j'aurai de nouveau la motivation de faire un truc comme il faut. Pour l'instant, bof. Puis c'était vraiment plus urgent le côté gauche. À droite, c'est bien mineur par rapport à ce qu'il y avait de l'autre côté. Puis il y a quelques petites retouches à faire au fond aussi. Voilà, ce sera plus tard. Mais c'est déjà beaucoup plus propre. J'en ai profité pour changer pas mal de visseries par des choses, par des modèles traités qui ne devraient pas rouiller normalement. Ça évitera des problèmes dans le futur. Et puis j'ai repeint quand même pas mal de petites pièces
pour que l'ensemble fasse moins pitié. Ça aussi j'aurais pu le faire d'ailleurs, j'ai oublié. La jauge aussi, j'aurais pu le faire. Je vais pouvoir tester, voir ce que ça donne de goût sur la route, parce que eh ben, les choses ont bien avancé par rapport à avant. Déjà les pneus neufs, ça devrait aider. Allez, on a gagné un petit tour. Deuxième petit tour depuis que j'ai la voiture, hein, donc on peut dire qu'on en est encore au stade de la découverte, sauf que là, quand même, on est au niveau grand luxe. On a le toit, on a des ceintures, on a des sièges partout. Tout est remonté. Chat, qu'est-ce que tu fais ici? Incroyable insolence de ces animaux. Allez. Avec de l'essence dans le réservoir, pas beaucoup j'admets, elle démarre. Et ça, c'est un progrès par rapport à avant. On a toujours d'autres problèmes d'embrayage, hein, enfin de commande d'embrayage. Le câble est toujours aussi problématique. Et là c'est quand même beau parce que tout fonctionne, sauf la clim. Ça ressemble à une vraie voiture. Hein. C'est bruyant. Fait une sorte de bruit de roulement par-ci par-là. Bah bizarrement là je lui trouve beaucoup moins de patates que la première fois que je l'avais essayé. On dirait que le turbo est en grève. Allez, je suis d'humeur joyeuse. Franchement, je salue la qualité de cet intérieur. Pour une petite K-Car, il est très bien fini. Rien à voir, ni avec une Beat, ni avec la MG que j'avais d'ailleurs, qui n'est pas une K-Car, mais qui était assez lamentable dans la matière. Rien de spécial, hein? Si, il y a un truc spécial. D'ailleurs, on le voit là à l'image, mais j'avais pas vu au moment d'ouvrir le capot. Vous voyez la petite durée de déconnecté? Pourquoi pas de turbo par contre? Hein, c'est bizarre ça. Pas de turbo, mais ça faisait quand même plaisir de l'avoir autre part que dans le garage. Par contre, ça n'arrange pas vraiment mon niveau de honte sur la problématique de la différence de teinte qui est pas discrète. L'avantage c'est que si je tombe en panne d'essence, parce que vraiment il y en a très peu, en la poussant je devrais être chez moi dans pas trop longtemps. C'est comme pousser un vélo un peu lourd quoi. Bon je dis ça mais ceux qui sont déjà tombés en panne en deux roues savent déjà que c'est déjà trop lourd. Turbo, hein. Il y a bien le témoin qui s'allume ici, mais la poussée est, je sais pas, discrète. Il me semblait que c'était quand même un peu violent la première fois que je l'ai essayé. Violent, enfin, tout est relatif, mais quand il se mettait à souffler, ouais, ça se sentait bien. Ah, et on a presque plus d'essence là. Bon, elle
roule bien et tout, mais ouais, plus de turbo. Ça c'est triste. Il va falloir que je trouve pourquoi. Dans tous les cas, même si elle s'est traîné le fion durant ce petit tour, on a eu la satisfaction de profiter d'un intérieur un peu différent par rapport à ses débuts boueux. Ah, puis il restait la théorie de la durite déconnectée. Franchement, vous croyez que ça change quelque chose de rebrancher ça? Cette petite durite? On va voir. En fait, ça sert à rien de partir comme ça parce que j'ai pas le droit d'aller rouler de toute façon. Et ça, ce sera la mission du prochain épisode. J'espère que ce sera le dernier et qu'il sera couronné de succès. À la prochaine. Ciao.